Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de YouControl. YouControl qui est aujourd'hui une opportunité qui vous est présentée par LegalStorm. Donc voilà, l'occasion de vous parler à la fois de LegalStorm en intro de manière très briève, et puis évidemment après je vais passer la main à Antoine qui va pouvoir vous présenter en détail YouControl, son marché, l'approche qu'il a de son produit et les raisons pour lesquelles aujourd'hui il lève des fonds et pourquoi les professionnels du droit surtout sont concernés. Donc on va avoir un petit peu une approche transverse sur tous ces aspects. Pour commencer, je vous propose de commencer par vous présenter LegalStorm. Si tu peux passer sur la slide LegalStorm, Antoine. LegalStorm, c'est quoi? LegalStorm, c'est un collectif de professionnels du droit. On a des professeurs d'université, des maîtres de conf, on a des avocats évidemment, on a des commissaires de justice, on a des notaires, on a des juristes et on a des personnes qui travaillent autour du droit en matière de conseil, qui se sont réunis, qui ont investi un petit peu d'argent pour créer LegalStorm et qui aujourd'hui, la mission de LegalStorm, c'est de détecter des opportunités d'investissement dans des startups du droit et de créer des véhicules qui sont dédiés pour réunir des professionnels du droit qui investissent dans la transformation de leur profession, de leur métier en investissant dans des startups cibles qu'on a sourcées. Dans ce contexte-là, on a identifié YouControl pour le début d'année, qui est l'opportunité qu'on vous présente aujourd'hui. Et je suis très content de vous la présenter parce que YouControl, c'est la première startup du droit qui est vraiment une startup 100% IA. Et ça, aujourd'hui, ça apporte évidemment, il y a un phénomène de mode d'IA, mais vous allez le voir et vous allez le comprendre avec les explications d'Antoine. YouControl a une approche de l'IA qui est hyper intéressante et qui va permettre, j'en suis sûr, aux professionnels du droit d'avoir des approches très personnalisées. Je ne vais pas spoiler la suite, voilà. Et puis on a aussi un point fort, c'est qu'Antoine, qui a déjà fait beaucoup de choses dans le monde du droit, tu auras l'occasion d'en parler. Et voilà, je te passe la main pour te présenter. J'aurai l'occasion de revenir ensuite sur les modalités d'investissement à la fin. Donc voilà, à toi de jouer, Antoine. Bonjour à tous, merci Alexis de cette introduction. Donc effectivement, on se connaît depuis un certain temps avec Alexis parce que bon, je suis un ingénieur qu'on peut définir comme repeat entrepreneur. Hein, c'est le quatrième projet que j'entreprends. J'ai auparavant créé EasyQuorum qui a eu un beau succès. J'ai eu beaucoup de chance sur ce projet et je l'ai revendu à un groupe qui s'appelle Walter Scovers que j'ai accompagné pendant quelques temps. Juste auparavant, j'avais déjà créé une solution, un logiciel, mais qui était cette fois dans le domaine des RH. Et de la même façon, je l'ai revendu à Hello Work, un super groupe, et à... Du coup, le temps qu'Antoine règle le petit point technique, vous l'avez compris, Antoine a déjà fait effectivement ses preuves dans le monde de la legal tech et dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est maintenant sa troisième expérience qu'il lance. Donc, on a évidemment un profil, et ça, c'est important quand on va investir. On regarde toujours quels sont les hommes clés derrière le projet. Donc, le profil d'Antoine est hyper intéressant. Évidemment, ça a été un des premiers points sur lesquels on a, en tout cas, un des premiers critères qui a été validé côté LegalStorm, c'est le profil d'Antoine. C'est le fait que sur les deux précédentes expériences entrepreneuriales qu'il a eues, eh bien, les projets ont tout à fait fonctionné, ont permis d'avoir des exits intéressants pour les personnes qui l'avaient suivi. Et comme on dit, jamais 203. Donc voilà, en tout cas, ça, Antoine a déjà fait ses preuves de ce côté-là, donc c'est quand même un gros plus. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. J'ai pas du tout envie de spoiler YouControl, donc je vais en profiter pour vous continuer à vous dire un mot sur LegalStorm. Aujourd'hui, LegalStorm, je vous l'ai dit, c'est 80 professionnels du droit qui se sont réunis, ou autour du droit qui se sont réunis pour investir dans des projets qui sont pertinents pour leur exercice et pour la transformation de leur exercice. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin. Donc, on est en phase de recrutement permanent de nouveaux investisseurs qui voudraient rejoindre cette dynamique-là. Il y aura donc, je vais faire un webinaire dédié prochainement d'ailleurs sur ce sujet. Donc voilà, cette approche est intéressante parce que elle est un collective, deux, elle permet, plus il y a de monde, plus elle permet de sourcer aussi des projets dans des micro-niches qui vont être tout à fait intéressantes et d'apporter surtout une expertise de lecture des projets qui va être beaucoup plus complète. Donc n'hésitez pas, si cette démarche vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir sur legalstorm.fr ou me contacter directement sur LinkedIn.
je pourrais vous en dire plus sur le fonctionnement de LegalStorm. Le ticket d'entrée est à 1500 euros et évidemment, vous rentrez avant tout pour rejoindre une communauté de personnes qui ont envie de sourcer des projets, qui ont envie de partager des pratiques, qui ont envie d'être en ligne directe aussi avec des fondateurs de startups du droit pour apprendre. Donc, c'est vraiment la philosophie dans laquelle aujourd'hui les différentes personnes qui font partie de LegalStorm se sont réunies. Donc voilà, l'objectif c'est de sourcer un projet par trimestre. Donc on a mis un petit peu de temps à démarrer l'année. Là on vous présente YouControl. On va avoir d'autres projets qui sont en train d'être sourcés. J'espère qu'on pourra vous en présenter un autre avant l'été, et puis ensuite deux autres en fin d'année. Voilà. Et maintenant, un des critères clés sur lesquels on travaille, en tout cas sur lesquels on réfléchit, c'est évidemment d'intégrer des startups qui vont du droit, qui vont intégrer l'IA, pardon, dans les pratiques. Euh, voilà, Antoine est de retour, c'est parfait. Absolument, je prie bien vouloir m'excuser. Les aléas du direct. C'est parfait, Antoine, j'ai meublé, j'ai pu présenter Ah, du coup LegalStorm plus en détail. avec grand plaisir. Alors, malheureusement, là, je ne vais pas mettre la caméra, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je pense que l'intérêt, c'est d'avoir le son en parallèle. Je Tout à fait. recharge, la presse, ça met quelques petits instants et j'autorise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose que je vais vous montrer, voilà, la presse s'affiche. Parfait. C'est un petit peu la problématique de départ. Je pense que c'est un point qui est important. On est dans un contexte qui est très particulier. Je pense qu'on le voit tous au quotidien. Les entreprises, elles vont avoir besoin de renforcer leur agilité et leur capacité à prendre des décisions rapidement. Alors, j'entends par là, évidemment, des questions géopolitiques, mais j'entends également par là des changements profonds qui vont arriver, et notamment à cause de l'intelligence artificielle. Et de mon point de vue, ce sont les avocats, les directions juridiques qui ont un rôle clé à jouer dans l'accompagnement de ces changements. Et à mon sens, aujourd'hui, un des moyens de répondre à ce besoin de prise de décision rapide, c'est vraiment l'IA qui va leur permettre de réussir à automatiser des tâches répétitives, accroître leur activité et étendre leur action. Et donc, ce que nous proposons à travers YouControl AI, c'est une solution qui est dédiée au secteur du droit et qui donne accès à des solutions IA sécurisées. L'idée, c'est de traiter au moins 2 fois plus de dossiers sans augmenter la taille des équipes. C'est d'accélérer la prise de décision. Ça, je pense que c'est un des points qui me paraît essentiel aujourd'hui et que l'IA permet. Et enfin, un autre point qui me paraît vraiment important, c'est d'amplifier la portée juridique grâce à des agents qu'on va mettre à disposition des autres équipes, des opérationnels, de ses clients, etc., etc. Alors, la première chose à savoir sur YouControl AI, c'est que c'est une solution dite agnostique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agnostique? Ça veut simplement dire que nous, on ne repose pas sur une seule techno d'IA, mais qu'en réalité, on va prendre l'ensemble des solutions d'IA. Que ce soit des solutions dites open source, c'est-à-dire mises à disposition de tout le monde et hébergées sur un centre d'hébergement souhaité. Ça peut être hébergé chez le client, mais ou sinon dans un hébergeur français. Ou on peut faire appel également à des solutions dites propriétaires. Donc là, évidemment, on entend souvent OpenAI, Claude AI. Il y a également Mistral. Mistral propose les deux solutions. Il propose des solutions open source, mais aussi des solutions que lui-même il va héberger. L'intérêt, c'est que nous, on va faire appel à ces technos pour pouvoir générer du contenu, texte, pour pouvoir générer de l'image, pour pouvoir générer de l'audio, demain de la vidéo. Et nous, en fait, on va utiliser toutes ces technos et on va faire un contrôle d'accès et on va même aller filtrer des contenus qui sont envoyés pour éviter qu'il y ait du contenu avec la donnée personnelle ou des données confidentielles. Voilà. Donc ça, il faut vraiment comprendre la plateforme comme YouControl AI comme une plateforme complètement agnostique. Nous, on fait appel. Et le gros avantage de ça, c'est qu'effectivement, lorsqu'une techno arrive avec une grosse innovation, ce qui est pratiquement le cas toutes les semaines en ce moment, nous, on est en capacité de très rapidement prendre cette innovation. On n'est pas dépendant d'un prestataire, on n'est pas dépendant d'une IA, et on va se développer comme ça. Je te pose des questions Vas-y, Alexis. bêtes, Antoine, on a mis au fur et à mesure. Quand tu dis que du coup, tu as l'idée, c'est d'avoir des réponses qui vont être formulées de manière comparative entre tes différentes IA, ou c'est de pouvoir les combiner entre elles pour obtenir le meilleur résultat, ou les deux? Alors, exactement, c'est plutôt les deux. Il y a certains cas où, en fait, on va faire appel, on va pouvoir comparer. Donc, typiquement, nous, on a un chatbot, on va voir à gauche Mistral, à droite OpenAI, ChatGPT, n'importe quelle IA. Et là, effectivement, on va pouvoir en temps réel appeler plusieurs IA pour les comparer.
Et après, on va créer, nous, des workflows, je vous les présenterai après. Et dans ces workflows, on va prendre le meilleur des IA. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, récemment, Mistral a lancé un OCR, donc une technologie qui est capable d'analyser du contenu scanné et le restituer, qui est l'un des meilleurs au monde aujourd'hui. Typiquement, c'est quand on va choisir de scanner, de prendre des données à OCRiser, on va choisir la technologie Mistral qui est en avance sur les autres. Okay, donc, c'est ça. Et donc, en fait, dans les agents et dans les workflows, on va sélectionner le meilleur des IA à date pour pouvoir faire fonctionner les applicatifs. Et on va les faire évoluer. Hein. Si demain, il y avait un nouvel acteur qui était meilleur que Mistral, on pourra le faire évoluer. Ce qui est important, c'est qu'on le fera toujours évoluer dans le respect de la gouvernance qui est demandée par le client. Si le client, par exemple, il a besoin de solutions totalement souveraines, évidemment, là, on va s'interdire, et d'ailleurs, la plateforme ne pourra pas le faire, d'aller recourir à un ChatGPT, par exemple. Est-ce que je réponds bien à ta question, Alexis ? Absolument, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Ce que peut faire maintenant, le juriste, juste en s'inscrivant et en se connectant à YouControl AI, c'est simple, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il accède à un assistant sécurisé dans lequel il va pouvoir converser avec les différents IA pour demander à générer du contenu rédactionnel, des images et des audios. C'est un peu le truc qu'on connaît le plus, qu'on utilise le plus aujourd'hui dans l'IA. C'est un peu le must-have et finalement, c'est la première chose qu'on peut faire. La spécificité de YouControl AI, c'est vraiment d'être en capacité d'aller choisir l'IA que vous souhaitez. La deuxième, assez rapidement, nous, on a mis à disposition, on a développé des agents, des workflows, des applications qui vont répondre à des tâches assez simples, mais qui vont faciliter votre quotidien. Le premier, c'est typiquement, on peut faire de la recherche via des modèles comme Perplexity. On peut focus ses recherches sur du contenu qui est purement juridique. On va pouvoir analyser des contrats, résumer des rendez-vous, générer des post-it coding, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que quand le juriste, l'avocat se connecte sur la plateforme, il pourra comme ça choisir des applications qu'il pourra utiliser et qui sont un peu des applications natives. Ensuite, il va pouvoir commencer à créer des assistants IA. Donc, un assistant IA, chez nous, c'est en fait un assistant qui va reposer sur une base documentaire, sur votre base documentaire. L'idée, c'est que vous allez rentrer un document, 1000 documents, vous allez synchroniser avec par exemple, un dossier SharePoint, et ça va créer en fait un système qu'on appelle RAG, qui est un terme qui est très technique, mais qui va permettre à l'IA d'interroger cette base documentaire pour pouvoir répondre à des questions très précises. Et quel est l'intérêt de créer des assistants ? C'est de pouvoir mettre à la disposition de soi, de ses collaborateurs, de ses clients ou d'autres personnes, en fait, un assistant qui va pouvoir répondre à des questions auxquelles vous répondez quotidiennement. Et donc, c'est quelque chose qui est assez puissant et dont on a les cas d'usage assez, je dirais, assez importants. Et souvent, moi, c'est le premier truc qui fait l'effet un peu waouh, en fait, quand on se connecte sur la plateforme, c'est tout de suite pouvoir créer des assistants, ça se fait vraiment rapidement, pour pouvoir répondre sur des sujets qui sont très précis. C'est mon point, Antoine, du coup, les assistants. Je suis avocat, je suis juriste dans une entreprise. Est-ce que je peux facilement prendre en main l'outil et créer moi-même mes assistants, ou est-ce que ça demande un accompagnement particulier? Non, c'est vraiment simple. Alors, quand on veut faire un assistant lambda, typiquement, j'ai créé des chartes d'utilisation de données pour répondre à des sujets de compliance RGPD. J'ai créé plein de documentation à destination d'un public particulier. J'ai juste à mettre cette documentation dans ce qu'on appelle une base de connaissances. Donc, c'est simplement uploader des documents, il n'y a vraiment aucune complexité. Ensuite, on va paramétrer un agent, juste lui dire, voilà, tu es un agent chargé de répondre à des questions concernant du RGPD. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on a un assistant clé en main. Donc, cette partie, elle est vraiment très simple. C'est vrai que si demain, il y a des demandes qui sont plus particulières, donc par exemple, typiquement, d'aller traiter des contrats, des choses qui sont très particulières, nous, on a des possibilités et on a des agents qui savent faire ça. Et là, ça peut demander effectivement d'expertise technique. Mais je dirais que dans 90% des cas, on n'a pas besoin de ça. Ok. Et en fait, c'est pas une fonctionnalité en réalité, mais dernière possibilité de la plateforme, c'est de pouvoir fabriquer des applications ou des workflows IA qui sont totalement adaptés aux clients. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a développé plusieurs interfaces qui sont no-code et qui sont également pilotées par des agents IA.
qui vont permettre de développer des applications IA. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, on peut créer une application, alors ça, on l'a fait pour des huissiers, où on va demander d'uploader un ou n documents, photos, et on va demander au workflow à la fin de faire un constat d'huissier. Donc, on va avoir une première IA qui va analyser l'ensemble des photos, le deuxième qui va commencer à créer le constat comme on souhaite, un troisième qui va demander à l'huissier de vérifier, et puis ensuite, hop, ça va le générer. Voilà, c'est typiquement des choses qu'on peut faire. Et on peut créer, je dirais, une infinité d'applications pour pouvoir transformer également ce qu'on fait pour des avocats. C'est pouvoir transformer des rendez-vous, des réunions avec un client et de le transformer en projet de contrat. Donc, ça se fait beaucoup sur des statuts, par exemple. Tiens, Alexis, tu viens, tu as envie de créer une société. Tu me dis, bah voilà, je te pose des questions, c'est quoi ton capital, ton adresse, blablabla, blablabla. En fait, on va poser toutes les questions qui sont importantes. À la fin, on va mettre cette transcription audio qu'on a enregistré soit avec son iPhone, soit si une visio qu'on a enregistré sur Teams. On la met dans la plateforme et ça va en fait faire une transcription du contenu audio. Et ensuite, de la même façon, on va avoir différentes IA qui vont analyser ce qui a été dit pour aller générer un projet de contrat. Voilà. Typiquement, c'est des choses qu'on peut développer. Et peut-être un point qui est important et que je voudrais préciser, c'est que souvent, cette interface, elle est dite no-code. Donc, elle peut, en théorie, être utilisée par tout le monde. En pratique, ce qu'on voit, c'est qu'elle est souvent plutôt utilisée par des profils dits LegalOps. Donc, soit en fait dans votre cabinet d'avocat ou dans votre direction juridique, vous avez ces profils. Donc, c'est des gens qui comprennent le droit, mais qui ont aussi une compétence technique. Soit, en fait, vous pouvez recourir à des compétences de LegalOps externes. Typiquement, moi, je travaille beaucoup avec Flix pour les cabinets d'avocats. Donc, il va faire ce travail un peu d'analyser les besoins des avocats, d'aller traduire ce besoin en fait en workflow et de créer comme ça des applications qui sont totalement adaptées à ce cabinet d'avocats ou à des directions juridiques. Si on se projette un petit peu, alors se projeter, c'est pas très loin en réalité, mais j'avais envie de donner un peu une vision de ce que sera la plateforme. Je dirais, elle est à 9 mois, 12 mois, 1 an. Ça sera une plateforme, donc on aura un juriste, par exemple, dans une direction juridique, qui va, je suis en train de travailler sur un contrat Renault, et est-ce que tu pourrais me redonner la clause de limitation de responsabilité qu'on avait fait sur le contrat Fiat? Et donc là, en fait, on aura un agent qui va essayer de dire, tiens, bah, ok, il y a besoin d'un contrat Renault, d'une clause, et donc il va lui-même aller chercher cette clause et lui-même l'ajouter dans le contrat qu'on est en train de faire. Deuxième démonstration de ce que pourra faire la plateforme. Je suis en train de je voudrais créer une application parce qu'en fait, je voudrais vérifier tous les contrats fournisseurs. Je voudrais vérifier la compliance par rapport à notre charte et je voudrais cumuler les classes. Donc, typiquement, la plateforme elle sera capable, de façon assez autonome, de créer en fait cette application pour que le juriste puisse avoir une fonctionnalité de vérification de compliance et de classement. Dernier point, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le dernier point, mais je trouve que ça représente bien la plateforme, c'est tu peux me lancer une analyse détaillée sur tous les contrats d'énergie. Quand je dis tous les contrats d'énergie, ça peut être 10, 100, 1000, 100 000 en fait, sky is the limit, j'ai presque envie de dire, pour analyser la compliance par rapport à une nouvelle réglementation qui vient de sortir. Typiquement, c'est des choses, c'est vers ça qu'on tend, et ça va tellement vite qu'on y tend à 6, 9, 12 mois. Et en fait, l'autre grand point et grand avantage de la plateforme, c'est qu'on va aussi mettre à disposition des opérationnels de ces clients de tiers, en fait, des agents qui vont être là pour soit répondre à des questions courantes. Donc, en fait, entre guillemets, moi, j'aime bien l'idée de dire porter la bonne parole juridique, en fait, pour éviter qu'il y ait des opérationnels qui fassent un peu n'importe quoi. Ou, autre point important, d'aller récolter, en fait, des informations, des documentations pour préparer, en fait, des réponses. Moi, je l'ai vécu et je l'ai fait avec plein de clients. Pendant le RGPD, on s'est tous posé des questions, on avait tous des projets et on a tous fait la queue auprès des juristes dans les directions juridiques. Et en fait, ça prenait beaucoup de temps. L'idée, c'est d'avoir un agent qui va dire, bon, c'est quoi votre besoin? Ok, bah, donne-moi les pièces. Il va récolter les pièces dont on a besoin. Et ensuite, soit on leur a dit qu'il peut donner un élément de réponse, soit il ne donne pas forcément d'élément de réponse. Et il va ensuite pouvoir, je dirais, prendre les pièces, commencer à les analyser et le mettre à disposition du juriste pour qu'il ait toute la première partie qui soit faite. Et l'idée là-dedans, c'est de pouvoir évidemment accélérer, je dirais, l'interaction qu'il y a entre les opérationnels et la direction juridique. Alexis, je vois que tu as une question. Ouais, il y a une question sur le chat qui est posée par
par Xavier Gattegno. Avez-vous créé un panel de professionnels du droit pour tester le produit? Bon, je te laisserai expliquer la démarche aussi à ce niveau-là, Antoine. Alors ça alors, merci Xavier parce que alors ça c'est une question qui est essentielle. C'est effectivement aujourd'hui on s'est entouré déjà dans la première partie de l'actionnariat de YouControl par des juristes, par des avocats. On travaille au quotidien avec des relations officielles. Euh, on n'a pas structuré ce panel au sens de j'ai un panel de professionnels du droit, mais je dirais que, un peu comme je l'ai fait dans EasyQuorum, 50% des gens que je vais recruter, ils viennent du monde juridique. Notamment, il y a beaucoup d'avocats qui finissent par parler dans la tech. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, en fait, on utilise beaucoup entre guillemets, ce panel, ou en tout cas cette ressource de juristes ou d'avocats, pour sourcer les besoins. Donc, je peux le faire avec soit directement des personnes, soit je le fais aussi, comme je disais tout à l'heure, avec des LegalOps qui travaillent au quotidien. Je le fais beaucoup avec Flitz, notamment. Et ensuite, pour la question que tu posais, évidemment, une fois qu'on a développé, on a besoin d'un premier retour, d'une version alpha, pour voir si effectivement ça marche bien, si on répond bien à la demande. Donc voilà, donc c'est effectivement des sujets sur lesquels on travaille. De façon pas aussi structurée que je pense Xavier a en tête, mais en tout cas, l'interaction, elle est assez clé dans le développement de produits LegalTech. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais développé sur EasyQuorum, et c'est la même philosophie pour YouControl. Et après, si je peux me permettre, je suis aussi actionnaire de Flitz et je travaille beaucoup avec Mathieu Bouillon, qui travaille avec toi aussi, Antoine, du coup. Et c'est vrai qu'on a l'occasion, nous, d'intervenir de faire des prises de besoin, en fait, dans des cabinets d'avocats ou des directions juridiques. C'est toujours le point de départ et c'est vrai que le contrôle permet de faire tellement de choses et de personnaliser tellement de parcours et de workflow que finalement, on arrive très souvent à construire une solution ou à faire en tout cas des propositions qui permettent d'intégrer YouControl de cette façon-là. Donc la courbe d'apprentissage, elle se fait aussi de cette façon-là. Alors là, c'est du vécu de notre côté sur Flix. Évidemment, d'autres LegalOps pourraient avoir des approches différentes, ont peut-être d'ailleurs des approches différentes, Antoine, avec YouControl. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la création de parcours, on arrive euh, quasiment toujours, j'ai même envie de dire toujours, à envisager des workflows et à utiliser YouControl pour construire le parcours idéal, quoi, et 100% sécurisé. Et ça permet de rebondir sur un point qui me paraît important et qui est vraiment ma philosophie. C'est l'idée de mettre à disposition des outils, c'est de mettre à disposition des outils que des avocats vont pouvoir personnaliser. En fait, l'idée, c'est pas de remplacer une partie du travail des avocats, en tout cas de leur expertise, mais c'est de leur permettre de faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Donc, et donc ça, c'est un point qui est important. Donc souvent, dans les workflows et dans les agents qu'on crée, il y a beaucoup de l'intelligence de l'avocat, de la direction juridique. Et donc, en fait, entre guillemets, on se repose toujours un peu sur lui pour construire l'agent, et deux, pour le tester, lorsqu'on est sur de l'hyper-personnalisation. Et c'est vraiment notre façon de procéder. Et c'est pour ça que le LegalOps, que je redis avant, il est assez clé, en fait. Parce que le LegalOps, il va vraiment pouvoir faire, je dirais, cette jointure entre le besoin du juriste ou de l'avocat et effectivement de la tech qu'on va utiliser. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, je vais vous donner une vision produit. Ça redit un peu ce que j'ai dit précédemment, mais ça le structure d'une certaine façon. Donc, aujourd'hui, si on devait résumer YouControl AI à date, en fait, c'est une plateforme qui est spécialisée, qui est un peu le Dust, donc une fonctionnalité RAG, qui est spécialisée dans les contrats et les données juridiques. Juste Dost, RAG, Alors, je vois un mec qui arrive aussi. Si tu peux bien éclairer ces points-là qui ne sont pas ouais, forcément évidents pour des personnes qui ne sont pas dans l'IA toute la journée. absolument. Dust, c'est une plateforme française qui est spécialisée dans le fait de créer des assistants à partir de la technologie RAG. Et donc, je vais vous expliquer la technologie RAG. Je l'ai un petit peu cité auparavant. C'est l'idée de demander à une IA de répondre à des questions, non pas, entre guillemets, sur son savoir, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais peu importe, ça permet de mieux comprendre. Donc, on va demander à une IA non pas de répondre sur son savoir, mais on va demander à une IA de répondre par rapport à un corpus documentaire qu'on lui aura mis à disposition. Et en fait, c'est une solution qui est assez importante parce que, elle permet considérablement d'éviter tous les sujets d'hallucination.
parce que sa réponse, elle sera basée sur des sources et ces sources, elles seront retransmises. Donc voilà. Et donc, il y a une technologie qui s'appelle Dust, mais qui n'est pas du tout juridique, qui n'est pas sur des données personnelles, donc qui est assez peu utilisée par des avocats, mais en dehors des autres secteurs, c'est très utilisé. Et ensuite, Make, donc c'est une autre solution, c'est une solution qu'on dit no-code. C'est l'idée de pouvoir créer des processus avec des interfaces graphiques très simples. C'est ce que nous, on a redéveloppé sur la plateforme, mais on l'a redéveloppé avec des fonctionnalités qui sont vraiment dédiées pour les avocats et les directions juridiques. Typiquement, on peut travailler sur des notions de contrat, sur des contentieux, ce genre de choses. Ce que, évidemment, Make, c'est pas du tout attardé à faire. Il est même, d'ailleurs, souvent plutôt utilisé au début par du marketing. Alors, c'est vraiment étendu, c'est une belle solution. Et donc, on aime bien dire que nous, on est un peu le Dust, le Make aujourd'hui, avec en plus un chatbot comme le chatbot de ChatGPT ou de Mistral. Et si on se projette demain, c'est assez rapide, on va de plus en plus tendre vers une solution qui est complètement pilotée par des agents, voire par un agent que j'aime bien appeler l'agent master. L'intérêt de cet agent, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, il aura accès aux différentes applications, il aura accès aux différents contrats qui ont été mis dans la plateforme, et il sera capable de parler en langage un peu clair avec le juriste, l'avocat, pour pouvoir répondre à des questions et pour pouvoir l'aiguiller sur comment utiliser la plateforme. Globalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est un peu en train de tuer les interfaces traditionnelles qu'on a connues. Alors, elles ne sont pas mortes complètement en réalité, mais il y a une nouvelle interface qui va vraiment prendre le dessus, qui sera ce sujet conversationnel. On le fait beaucoup par l'écrit, mais en réalité, l'oral à grands pas arrive. Et donc, demain, on pourra parler à cet agent. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'il permet de sortir aussi de l'ordinateur. Moi, je suis persuadé qu'on le fera couramment demain, via WhatsApp, on dira à son agent, on lui laissera un vocal, le truc que nous, on trouve insupportable, mais que l'agent, il trouvera très bien. Tiens, excuse-moi, je suis un client, est-ce que tu pourrais très vite me faire ci, ça, 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 ça. Et en interrogeant l'agent par le WhatsApp, en fait, il va effectuer les tâches et vous répondre. On pourra le faire également par mail et on pourra le faire par des applications sur du vocal. Donc c'est vraiment l'idée qu'on va rentrer sur une nouvelle ère d'interaction et qui sera, entre guillemets, alors là, ça peut paraître des grands mots, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et que ce que les technologies auparavant ont pu faire. Donc là, on est en train de rentrer à grands pas sur ce sujet. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura ce master agent IA. Et si on projette encore un pas plus loin, et c'est You Control AI, c'est un peu the one legal tech. C'est l'idée. Alors, il y a un sujet pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'entrepreneuriat et au sujet des SaaS. Il y a un grand sujet, c'est est-ce que les SaaS, donc ces logiciels qu'on faisait auparavant et que j'ai fait avec EasyGoram, sont morts? Honnêtement, j'y crois pas un instant. En tout cas, ils sont en déclin, clairement, parce qu'en fait, les agents vont pouvoir faire ce qu'on faisait faire ensuite à ces logiciels. Et donc, l'idée, c'est que You Control AI, en fait, ça devienne un peu la plateforme d'entrée qui va permettre à une direction juridique, à un cabinet d'avocats, en fait, de s'outiller par des agents, par des applications qui seront développées par la plateforme. Voilà. Évidemment, ça marchera d'autant mieux, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un LegalOps qui aide à faire ce travail. Mais en tout cas, nous, on sera en capacité demain de pouvoir répondre à, je sais pas, 70, 80% des cas d'usage qui sont demandés par des directions des juridiques et des avocats. Donc, c'est vraiment un changement qui est profond et qui est, à mon avis, hyper important parce que ça permettra aux avocats et aux directions juridiques d'avoir vraiment des solutions qui sont hyper personnalisées. Et si je peux dire un dernier mot, aujourd'hui, il y a une grande tendance de plein de gens de se dire je vais aller tester plein d'outils, en fait, d'être sur une stratégie IA qui est une stratégie de l'outil. Ah, super, j'ai vu tel truc qui est sorti, tel truc qui est sorti, qui est très truc sorti. Je pense qu'il faut être sur une stratégie plus globale, de se dire, en fait, c'est quoi l'IA demain? Et en fait, une IA qui est performante demain, c'est une IA qui a accès à beaucoup de contextes, à beaucoup d'informations, à beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, à mon sens, d'avoir en silo plein de logiciels qui vont faire de l'IA, mais plutôt de se dire qu'il faut avoir un système global auquel on va donner beaucoup d'informations, beaucoup de contexte pour que l'IA soit capable de faire plein de choses. Typiquement, je donne un exemple, on va avoir un outil de veille qui sera traité par l'IA, un outil qui génère des posts LinkedIn, des outils qui génèrent des contrats. Demain, on peut imaginer que tout soit connecté et dire, tiens, est-ce que tu peux me faire un petit post LinkedIn avec la dernière information de veille qu'on a eue par rapport à ça? En fait, tout va être lié. Tiens, j'ai un modèle de contrat, je voudrais faire un petit PowerPoint ou un petit schéma pour pouvoir faire pour pouvoir expliquer mieux à un client. En fait, hop, on aura cet agent et cette capacité de le faire. Tout ça parce qu'en fait, il aura réussi à piocher dans des briques
informationnels qui sont sur différentes parties de la solution. Peut-être un petit mot sur le marché. Donc, évidemment, la solution You Control AI, comme je l'ai fait auparavant sur EasyCorum, on est dans le secteur de la legal tech, donc du légal. Donc, notre cible privilégiée, c'est l'avocat, la direction juridique, les huissiers. On travaille déjà avec beaucoup d'huissiers. Les notaires, j'ai pas mal de demandes des notaires qui souhaitent vraiment un peu d'avoir des solutions complètement automatisées grâce à l'IA. Et un sujet que je connais bien, mais parce que je connais beaucoup de lobbyistes, tout ce qui est affaires publiques, voilà, c'est plutôt des outils de veille, d'être alerté s'il y a un abonnement, c'est des choses qui sortent. Voilà, donc ça, c'est vraiment le secteur privilégié. Ce qui est intéressant avec le droit, c'est qu'en réalité, quand on met un pas de côté, on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont directement touchés par le droit ou qui font du droit au quotidien. Je vais parler des directions des achats. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec des directions des achats. Et j'ai toujours été étonné, en fait, elles sont pas forcément épaulées par des juristes, ou en tout cas pas au quotidien, alors qu'elles ont besoin régulièrement de savoir si effectivement un contrat fournisseur il est compliant par rapport à des choses. Et donc ça peut être demain effectivement une cible qu'on peut attaquer. Pareil pour les RH. Alors quand je dis RH, c'est pas forcément les personnes qui vont faire du recrutement, mais plutôt les personnes qui vont gérer des contrats, des changements de contrats. Et donc là, pareil, il y a beaucoup de réglementations, il y a tout le droit du travail, et donc il peut y avoir des choses qui est fait pour eux. La finance, ça paraît assez évident. Énormément de compliance, donc beaucoup de sujets de savoir s'ils vont répondre, et donc là, les agents sont assez forts. L'immobilier, et enfin le chiffre expert montable, CAC. Bon, historiquement, ils ont souvent été proches des legal tech. Moi, sur EasyCorum, j'ai souvent vendu des offres à ces publics-là, mais c'est assez logique parce qu'il y a toute une partie de leur métier qui est, pour le coup, vraiment d'expertise juridique. Quand on regarde ce marché d'un point de vue taille, c'est un marché qui est assez conséquent. Aujourd'hui, les chiffres que j'ai sont entre 2 et 6 milliards d'euros. Alors moi, le premier chiffre que j'avais, pour être très transparent, c'était 6 milliards d'euros. Il me paraissait un peu surévalué. Mais c'est vrai quand on regarde un peu l'intégralité de ce qu'on peut faire, il n'est pas si évalué. Donc j'ai préféré dire que c'était entre 2 et 6 milliards d'euros. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que globalement, un marché qui a du potentiel aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un marché qui est supérieur à 1 milliard. Et là, on est juste, et en France, on a ce marché, donc c'est pour nous un marché où on peut scaler sans aucun problème. Le modèle économique, on repose sur un modèle d'abonnement. Donc ça va varier entre 500 € et 1 000 € par utilisateur. Ça dépendra du nombre d'automatisation et d'agents. Évidemment, si demain il y a une direction juridique ou un cabinet d'avocats avec des centaines ou des milliers d'utilisateurs, il y aura de la régressivité sur les coûts. Et comme toujours dans les logiciels, on peut nous être demain être amené à faire du service. Donc typiquement, il y a un cabinet qui a besoin d'une intégration qui est très particulière, qui a besoin d'une fonctionnalité qui est vraiment hyper personnalisée. Nous, on est évidemment en capacité de pouvoir répondre à ce besoin et on va le facturer autour de 1 000 € jour. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un peu quel est le modèle économique et comment on construit le business plan derrière. On va arriver donc dans les premières années à avoir des paniers moyens qui seront sur des cibles small à 1 000 € par an, des cibles medium à 8 000 € par an et grands comptes à 3 000 € par an. Voilà, pour les setups, c'est plus bas. Un point qui est important de comprendre sur le secteur en France, c'est que les corporates, donc ce que j'appelle les grands comptes, c'est des boîtes qui aujourd'hui, j'ai une traction autour, mais la réalité, c'est que ces boîtes-là, elles ont souvent besoin d'une antériorité d'un âge des startups. Et donc, la réalité, c'est on signe des contrats avec des grands comptes en réalité à partir de la 2e, voire de la 3e année. Donc, c'est toujours important de l'avoir en tête parce qu'en fait, c'est pas eux qui vont rapporter du business. Au début, on est obligé d'être sur du business qui est sur du small et du medium. C'est très bien parce qu'en fait, ça permet de ramener de l'expérience, de ramener de l'expertise, d'améliorer l'outil. Le temps que les grands comptes nous regardent. C'est vraiment une spécificité, je ne sais pas si c'est que française, mais on n'a pas du tout ce problème-là aux États-Unis. Mais en fait, en France, ces grands comptes, en fait, elles se disent tourner vers les startups, mais en fait, il y a plein de process qui fait que c'est très compliqué. Donc, dans mon business et dans ma stratégie, je les prends en compte. Je vais tout de suite un peu les draguer, mais je sais très bien que je ne peux pas compter dessus en termes de revenus.
Alors maintenant, on arrive sur le BP. Alors, moi, j'ai un truc que je dois toujours dire. L'exercice du BP, il est hyper important, même si aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt là pour vous amener sur quelle est notre ambition et comment on l'explique. La première chose que je peux vous dire sur notre stratégie, c'est qu'on est une boîte bootstrap. Quand je dis bootstrap, c'est que je suis une boîte qui n'a pas besoin d'aller chercher des grands financements, d'aller chercher des fonds. Quand je parle de fonds, c'est des fonds qui font 1 million, 10 millions, 100 millions. On est capable, comme ça, avec une petite levée de fonds et qu'on va adosser ensuite à de la levée non dilutive, d'aller croître sur ce marché. Si je vous dis ça, c'est que la stratégie que je vais vous présenter, c'est une stratégie qui est, qui est à la fois prudente mais réaliste. On est sur un objectif de dépenser les 2 premières années environ 500 000 euros, de perdre 500 000 euros et de gagner de l'argent sur la troisième année. Dans mon expérience à moi, ce schéma-là, il peut se dérouler en 2 ans si le marché il est très réactif, il répond, ou il peut s'élonger de 4 ans. Ce qui est hyper important, c'est que l'entrepreneur, donc en l'occurrence moi ici, on soit à capacité de s'adapter à ça. On peut aller beaucoup plus vite si le marché il répond bien, s'il y a vraiment si la traction qu'on a aujourd'hui elle est forte, mais elle se transforme très rapidement en contrat. Et il faut qu'aussi on soit en capacité si en fait le marché il met plus longtemps à maturer. Moi honnêtement je l'ai connu sur EasyCorum et je l'ai connu pratiquement sur toutes les Galtech. En fait on a mis plus de temps qu'on se pensait pour être dans le market fit, donc ce moment-là où en fait on peut décoller et faire croître. Et donc, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut être en capacité d'absorber ce temps qui est plus long. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, on a une stratégie à toujours avoir un cash flow qui soit relativement bas et donc de ne pas avoir un niveau de dépense fixe qui est trop élevé. Et ça, c'est donc voilà. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas montrer forcément comme ça dans le BP que je préférais vous expliquer et vous dire. On est totalement capable de se dire, ça va très vite, on a besoin de tout de suite recruter des commerciaux, de scaler, d'accélérer, parce que le market fit, il est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ou inversement, il y a encore des doutes, on ne sait pas exactement où on va, les gens commencent, on reste encore sur beaucoup de POC, ben on est capable d'allonger et se dire qu'en fait, le market fit, il sera un peu plus tard et on va scaler beaucoup plus tard. C'est ce qui, honnêtement, m'est arrivé sur EasyCorum. Par contre, quand ça scale, il faut être prêt à y aller parce que ça peut aller très vite. Merci beaucoup, Antoine. Et voilà. Et je laisse peut-être Alexis finir sur l'opération. Voilà, du coup, sur l'opération, c'est relativement simple. En fait, LegalStorm aujourd'hui a vocation, et je vous le disais pendant la période de transition et de meublement qu'on a eu avec Antoine quand tu as eu le petit problème technique. En gros, c'est très simple aujourd'hui pour investir. Aujourd'hui, LegalStorm crée des SPV et on investit via des SPV qui sont dirigés et gérés ensuite par LegalStorm. On travaille avec Overlord pour cette opération-là. Donc, en gros, LegalStorm aujourd'hui a créé un véhicule qui s'appelle SPV et qui a pour objet d'investir l'intégralité des fonds qui vont être levés dans ce véhicule j'allais dire dans EasyCorum, mais non pas du tout, dans YouControl. Donc voilà, la levée elle est calibrée entre 100 et 150 000 euros. On peut aller jusqu'à 150 000 euros. Le ticket d'entrée est à 2 000 euros. Et l'objectif, c'est de lever avant la fin du mois de juin. Donc, en fait, on a un closing prévu le 23 juin pour qu'au 30 juin, les formalités puissent être faites. À date, on a déjà eu des marques d'intérêt auprès de notre pool d'investisseurs et de personnes de ton réseau également, Antoine. Donc, on est à quasiment 50% de la levée de fonds, enfin même un petit peu plus avec ceux qui sont arrivés en début de semaine. On a 50% de la levée de fonds qui est sécurisée. Sur le SPV, hein. Sur la levée de fonds, on est Euh, plutôt à 75% de sécurité. Même 80% sur la levée de fonds. La SPV est une petite partie de la voilà, levée de fonds. Tout le reste est déjà c'est ça. sécurisé. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Et si vous êtes intéressé, donc, de toute façon, si vous étiez inscrit au webinaire, vous allez recevoir le lien du replay, puis le lien pour pouvoir en savoir plus et le cas échéant souscrire. Si vous souhaitez également en savoir plus sur le produit, Antoine, tu m'as dit que tu étais OK pour que je mette un lien vers ton calendrier, donc vous allez le recevoir également si vous voulez avoir un rendez-vous avec Antoine pour vraiment comprendre le produit, rentrer dedans, avoir une vraie démo, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le parcours dans lequel on est. Si vous êtes intéressé par l'opportunité, vous avez le lien qui va vous être transmis. Vous pouvez aussi me contacter
en messagerie privée, je prendrai le temps de vous répondre, de vous parler également si c'est nécessaire. Et voilà, globalement, comment ça fonctionne. Alors, Antoine, si tu veux évidemment il y a rajouter des... quelque chose? Non, non, mais s'il y a tout de suite des questions, n'hésitez pas. Alors encore, excusez-moi, hein, j'ai pas de caméra, mais heureusement vous voyez Alexis et c'est déjà très bien. Euh, mais effectivement, on répond à toutes les questions, que ce soit des questions qui sont centrées sur le produit, des questions qui sont sur le BP ou sur la stratégie. Moi, à mon avis, un point qui est important, n'hésite pas à m'interrompre, hein, Alexis, hein, si des questions Oui, arrivent. oui. C'est vraiment de percevoir YouControl AI comme un outil qui va devenir, en fait, demain, à peut-être 2 ans, l'écosystème des legal tech il va changer. Je pense que les solutions AI vont prendre vraiment le marché parce que les agents ont une capacité assez démentielle de pouvoir automatiser pratiquement la totalité de ce que font les professionnels. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être dans ce top 10 des sociétés qui vont permettre en fait à ces directions juridiques, à ces avocats, et comme je vous l'ai dit, pourquoi pas à d'autres secteurs, en fait de prendre le virage de l'IA et d'être complètement outillé. Et c'est un outil qui, je vous le dis, peut rentrer sur un cas d'usage qui est simple et qui, demain, à 1 an, peut répondre à 80% des besoins d'une legal tech, pardon, d'une direction juridique. Et donc, pour moi, si vous êtes intéressé par le sujet des agents, si vous êtes intéressé par cette transformation du monde du droit ou cette transformation technologique, c'est vraiment un sujet qui est important. Et peut-être tu l'as expliqué tout à l'heure pendant mon gros bug, c'est que si aujourd'hui je suis intéressé aussi par avoir comme ça des personnes qui viennent, c'est aussi, c'est marrant parce que ça fait écho à la question de Xavier, c'est aussi pour m'entourer plus de professionnels du droit. C'est que, entre guillemets, j'aurais pu sécuriser, j'aurais pu avoir cet investissement par d'autres biais sans vraiment beaucoup de difficultés. Tiens, une excellente question, j'y réponds juste après. Oui. Mais en fait, en ayant comme ça des juristes, des avocats qui sont directement investisseurs, moi, ça me permet d'avoir ce premier cercle qui est un point qui est toujours assez important lorsqu'on lance une boîte. Je vois une question, Alexis. Oui. Tout à fait. Euh, donc, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Vos Ouais, on la voit prescripteurs. tous à l'écran, vas-y. Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Sur la stratégie, clairement, pour être assez transparent, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, et quand je dis beaucoup, c'est plus de la moitié, et qui arrivent, qui disent, OK, super, on voit que vous êtes un expert IA, votre solution a l'air d'y répondre, mais en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que je dois faire? Et là, globalement, ça montre que, en fait, il y a un marque d'intérêt, ils sont prêts à y aller, mais il manque en fait une étape qui est assez importante, qui est cette étape qui est d'aller analyser. Et donc, en fait, c'est quelque chose que là, je vais confier moi à des LegalOps. Et donc, très rapidement, quand j'ai eu ce cas d'usage, j'ai commencé à travailler avec des LegalOps. Alors, on a cité, mais il y a Calamé, il y a Fleet, il y a plein de boîtes dont je pourrais avoir pensé. Et donc, oui, clairement, aujourd'hui, une des stratégies, elle est d'aller se rapprocher des LegalOps. Euh, elle est de faire un peu ce que faisait un Salesforce, toute proportion gardée évidemment, mais sans doute la vocation de devenir un peu le Salesforce des juristes et des avocats, et d'aller avoir comme ça des personnes sur lesquelles on va se reposer, qui vont nous permettre d'aller intégrer la solution et d'aller surtout faire un truc qui est assez canon, qui est de se dire on va avoir la meilleure solution, la plus adaptée à nos clients. Et donc j'ai besoin comme ça d'avoir un pool. Donc aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que, entre guillemets, ce secteur-là, je le connais, que globalement, je dirais que 75% des LegalOps, aujourd'hui, elles sont déjà un peu dans mon réseau. Je les ai déjà côtoyées. Donc, en fait, la stratégie de les approcher, entre guillemets, j'ai déjà fait le premier pas. Il y a une vraie question qui se pose sur laquelle on est en train de réfléchir, c'est comment les intéresser, comment les fidéliser, comment faire en sorte que demain, elles soient conquises. Et je pense que moi, j'ai un argument fort, c'est que globalement, lorsqu'ils vont faire appel à une autre technologie IA, globalement, ils vont faire tout le travail un peu de setup, de conseil, mais la prestation, elle va s'arrêter. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, avec un LegalOps externe, c'est qu'avec YouControl AI, en fait, elle a la capacité d'avoir un revenu qui est beaucoup plus long, et de se dire qu'en fait, c'est pas juste un one-shot qui fait un client, mais c'est sans doute une mission qui peut être faite sur 1 an, 2 ans, et pourquoi pas X années,
pour aider, pour accompagner, en fait, je dirais, le cabinet d'avocats ou la direction juridique à s'outiller. Voilà. Donc c'est un peu ça ma stratégie, mais dans ma stratégie, ce que je viens de dire, c'est quelle est la proposition de valeur que j'apporte au LegalOps, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont déjà plus ou moins dans mon réseau. Je crois. On a une autre question qui nous a été posée par Mathieu Bouillon, si on peut l'afficher. Si le SPV est une partie de la levée, quel est le montant total de la levée, dilutif, non dilutif? C'est vrai on l'a pas précisé. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mis. Excusez-nous. Effectivement, on est sur une levée en equity qui va être entre 200 250 k d'equity. À ça, on va rajouter environ 400 k de non dilutif. Donc le non dilutif, c'est principalement de la BPI. Donc ça, c'est des sujets, j'ai déjà des sujets qui sont avancés. Donc la BPI, elle va faire des avances en compte courant. Et l'idée aussi, c'est de faire appel à un réseau, à une banque. Et donc voilà, pour aller faire un prêt. Et donc en tout, ça fera 500 600 000 euros de levée de fonds. 250, entre 200 et 250, mais je pense qu'on sera plutôt autour de 250 en equity, donc du dilutif, et le reste en non dilutif. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que sur le chat, j'en vois pas d'autres. Je vous propose de conclure, sauf s'il y a une réponse qui arrive là, une question qui arrive là. Merci beaucoup pour le moment qu'on a partagé. Merci Antoine pour tes explications, ta présentation du contrôle. Merci On vous Alexis. envoie de toute façon à tous le replay par l'intermédiaire de la messagerie LinkedIn. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en direct à Antoine ou en direct pour moi sur tout le volet SPV et Legal Storm pour pouvoir investir. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.